All right. Good morning, everyone. Glad to see you here and welcome to another day of QSMA National Conference. I'd like to introduce Gail Ouellette from our QMO. I would let you introduce yourself, Gail, so that we have the French-speaking community understand much better than myself. All right. OK. All right. Thank you. Merci beaucoup à QRSMA de m'avoir invité pour faire cette présentation sur l'évaluation des médicaments pour remboursement au Québec. Donc, je suis Gail Ouellette, je suis présidente fondatrice et directrice scientifique du Regroupement québécois des maladies orphelines. Donc, je vais commencer tout de suite, juste présenter un peu le RQMO. On est un regroupement de près de 30 associations de maladies rares québécoises et canadiennes. Puis évidemment, on a beaucoup de membres individuels qui n'ont pas, des associations au Québec ou au Canada. Notre mission, c'est d'abord un service d'information et soutien sur les maladies rares. Donc, on a créé ce qu'on appelle le Centre rare. N'importe qui peut nous appeler, nous écrire pour l'information sur n'importe quelle maladie. C'est un service gratuit, bilingue, donné par un professionnel et aussi du soutien où on peut vous référer dans le système de santé ou à des organismes, etc. On diffuse l'information sur les maladies rares et leurs enjeux par nos différentes plateformes. Évidemment qu'on sensibilise le public et le milieu médical aux maladies rares depuis notre fondation en 2011. Et on aime promouvoir la recherche, favoriser les échanges avec les chercheurs. Une autre partie de notre travail a été le plaidoyer social, de l'advocacy, pour une stratégie maladies rares au Québec, mais aussi même au Canada. On a beaucoup travaillé sur la question de l'accès aux médicaments au Québec depuis notre fondation, aussi les dossiers tels le dépistage néonatal et le financement de la recherche. Ma présentation aujourd'hui, je vais toucher à, c'est toutes des 1, mais c'est 5 points. D'abord, le chemin que prend un médicament au Canada avant d'arriver ou non au patient. Je vais juste faire un survol de tout le processus. Ensuite, comment on décide si un médicament sera payé ou non par le gouvernement, particulièrement le processus d'évaluation pour décider du remboursement par l'INES au Québec, et comment les patients, proches aidants, associations et les professionnels de santé peuvent participer à cette évaluation et ce que peut faire le RQMO pour aider, ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il peut faire maintenant encore. Donc, le chemin que prend un médicament au Canada, juste pour faire un survol, évidemment, un médicament fabricant qui veut mettre sur le marché son médicament au Canada doit d'abord demander l'autorisation de mise en marché à Santé Canada. Donc, il présente son dossier. Il y a aussi l'évaluation pour le remboursement. Maintenant, ça se fait beaucoup en parallèle, ces deux étapes-là. Il y a deux comités au Canada. Il y a l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, la CNTS, qui est le comité qui fait cette évaluation pour les provinces canadiennes, sauf le Québec, et puis aussi pour les territoires, etc. Mais nous, au Québec, on a l'INES, qui est l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, qui fait ce même genre d'évaluation pour le Québec. C'est des recommandations que font ces comités-là, puis ensuite les provinces décident chacune s'ils vont rembourser ou non un médicament. Pendant ce processus-là, il y a aussi le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés qui va commencer avec les informations du fabricant, voire au prix qui sera fixé, au prix peut-être maximum qui sera fixé. Peut-être vous avez beaucoup entendu parler de ce comité-là récemment parce qu'il y a eu une réforme et beaucoup craignent que la réforme fasse qu'il y a moins de médicaments qui viennent au Canada. En tout cas, c'est encore un dossier en cours. Si un médicament est recommandé pour remboursement par ces deux comités-là ou un de ces deux, après, ça va à l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique pour la négociation des prix.
Et ça, c'est une négociation là, avec toutes les provinces pour avoir le meilleur prix là, pour le marché au Canada. Et puis après, si on est content du prix, c'est inscrit ou non sur le formulaire qu'on appelle ou la liste des médicaments sur les régimes publics là, au Québec ou dans d'autres provinces. Évidemment, il y a aussi dans le portrait les régimes d'assurance privée. Je vais donner, j'entrerai pas en détail parce que le but aujourd'hui, c'est plus de parler du processus d'évaluation de l'INES pour le remboursement. Donc, comment on décide justement si un médicament sera payé ou non par le gouvernement? Ces deux comités-là dont je parlais, la CMTS et l'INES, ce sont ce qu'on appelle des agences d'évaluation des technologies de la santé. En anglais, on dit souvent ça, l'abréviation HTA, Health Technology Assessment. Donc, au niveau canadien, donc, comme je disais, c'est la CMTS, en anglais CADAP. En fait, ils ont un sous-comité qui est le programme commun d'évaluation des médicaments, le Common Drug Review, qui font cette évaluation-là. Et au Québec, ben, c'est l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, l'INES. En fait, ce sont des comités scientifiques. Ils sont indépendants du gouvernement, des ministères de la Santé. Ils font leur évaluation scientifique de leur côté, puis ils font une recommandation. L'INES, là, je vais à travers ma présentation, j'ai pris évidemment des choses officielles de l'INES sur leur site Internet, qui sont écrites en fait dans la loi, parce que c'est une loi qui a créé l'INES au Québec, et le document sur l'évaluation des médicaments. Mais à travers ça, je vous donnerai des commentaires sur soit l'historique, soit la question des médicaments orphelins, médicaments pour maladies rares. Mais l'INES, en fait, ne fait pas que l'évaluation des médicaments. Ils font beaucoup de travaux scientifiques. Leur mission, c'est de promouvoir l'excellence clinique et l'utilisation des ressources dans le secteur de la santé et services sociaux. Donc, leur valeur, là, qu'on dit excellence, indépendance, comme je disais, de indépendance du gouvernement, mais de d'autres acteurs aussi, la rigueur scientifique qui vise à l'équité aussi là, pour les services de santé, services sociaux, toujours en tenant compte des ressources qu'ils ont. Bon, leurs thèmes de travail sont l'évaluation des médicaments, mais ils font aussi ce qu'on appelle dans la biologie médicale, c'est-à-dire l'évaluation. Ça fait pas très longtemps qu'ils font ça, l'évaluation de toutes les analyses de biologie médicale, les tests, dont les tests génétiques. Ils commencent beaucoup maintenant l'évaluation des tests en génomique. Ils font aussi l'évaluation des modes d'intervention en santé, les innovations technologiques et des dispositifs médicaux, le dépistage, différents dépistages. Par exemple, ils ont fait plusieurs travaux là, sur le dépistage néonatal des maladies métaboliques ou de d'autres maladies. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais ils font une évaluation maintenant, c'est en cours pour le dépistage néonatal justement des nouveaux-nés au Québec pour la myotrophie spinale. Ils vont aussi faire des évaluations dans le domaine des services sociaux. Donc, le processus d'évaluation des médicaments par l'INES, là, je vais faire un survol du processus. Vous allez voir, c'est quand même assez complexe et assez... on évalue beaucoup d'aspects, puis c'est assez complexe. Donc, c'est un document, en fait, qui est disponible sur leur site, si vous voulez en lire davantage, qui s'appelle l'évaluation des médicaments aux fins d'inscription. L'évolution des modalités, ça, c'est la dernière version en juillet 2018. Il y a eu des changements, il y a eu des consultations dans les années avant juillet 2018. Puis, il y a eu certaines modifications dont je vais vous parler. Puis en fait, c'est pour l'inscription, on a deux listes au Québec. On a la liste du régime général d'assurance médicaments
Donc, quand vous allez à votre pharmacie, puis que vous y procurez vos médicaments. Et ensuite, il y a les médicaments qui sont donnés dans les établissements de santé, les hôpitaux. Donc, il y a une liste pour les médicaments d'établissement qu'on appelle. Le régime d'assurance médicaments, l'assurance générale de médicaments, le but là, qui est inscrit dans la loi, en fait, c'est d'assurer à l'ensemble de la population du Québec un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis pour l'état de santé des personnes. Donc, c'est le but final là, de voir si on rembourse ou pas un médicament. Est-ce que ça vaut la peine de le rembourser? Est-ce qu'il est efficace? Le coût, tout ça. Donc, c'est toutes les étapes que je vais passer là. Et toutes ces étapes-là, l'INES a besoin, il y a un comité scientifique, donc comme je disais, à l'INES, ce comité-là, il comprend des médecins, des pharmaciens, des gens en épidémiologie, même un infirmier, des professionnels de la santé, puis il y a un membre citoyen ou deux. Évidemment, il y a l'aide scientifique qui sont à l'INES, par exemple, pour la pharmacoéconomique, l'éthique, etc. Donc, il faut avoir de la documentation scientifique pour prendre ces décisions-là. Ils vont chercher des avis d'experts aussi externes, puis ils tiennent compte de l'expérience de professionnels de la santé, des patients puis des proches aidants. Oui, j'ai oublié de dire aussi que je veux insister sur le fait que l'INES, c'est un comité scientifique, il évalue, mais il fait une recommandation. Ce n'est pas la décision finale. La décision finale est prise par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Donc ici, c'est vraiment, on va passer à travers là, les critères. Ici, à droite, ils appellent ça les aspects de la loi parce que, comme je disais, tout ça est inscrit dans la loi pour faire une procédure là, qui est bien suivie à chaque évaluation, toujours basée sur les mêmes critères. Donc, le premier aspect de la loi, c'est la valeur thérapeutique du médicament. Est-ce que ce médicament-là, il est bon, il est efficace, il fait ce que le fabricant dit, est-ce qu'il fait bien, etc. Et ça, c'est la première étape. On évalue la valeur thérapeutique. Si la valeur thérapeutique, on la considère, l'INES, le comité scientifique, la considère bonne, après, on va à l'analyse pharmacoéconomique, là, qui sont tous les, on peut dire les autres aspects, là, 2, 3 et 4 de la loi. Si le comité scientifique juge que la valeur thérapeutique n'est pas bonne, bien là, il recommande de ne pas l'inscrire, puis on arrête là, on ne va pas faire une analyse pharmacoéconomique. Donc, je vais commencer par tous ces critères, commencer à les expliquer plus. L'évaluation de la valeur thérapeutique, donc il y avait en fait 2 critères, l'identification du besoin de santé à combler chez les patients qu'on vise, puis la capacité du médicament à donner un bénéfice clinique. Est-ce qu'il va vraiment apporter une valeur ajoutée par rapport au traitement actuel, la prise en charge des patients. Donc, l'identification du besoin, c'est l'impact de la condition. Par exemple, vraiment l'évolution de la maladie, les symptômes, les effets sur la qualité de vie, sur l'autonomie de la personne, sur l'espérance de vie. Donc, c'est vraiment plus l'analyse de la maladie comme telle. Puis, on va regarder le niveau actuel de prise en charge. Donc, la capacité s'il y a des traitements déjà, c'est quoi la capacité des traitements actuels? Est-ce que ça prévient la maladie? Ça prévient la dégradation? Est-ce que ça guérit? Ou est-ce que ça améliore l'état de santé et la qualité de vie des personnes? Je vais y revenir, mais s'il y a un médicament, ben, ils aiment comparer le nouveau médicament proposé avec les autres traitements. Critère numéro 2, c'est la capacité du médicament à procurer un bénéfice clinique. On peut dire l'efficacité, entre autres, mais il y a 4 points là, qu'ils évaluent l'efficacité. Le profil d'innocuité, en fait, c'est toute la question des effets secondaires.
la qualité de vie et les caractéristiques thérapeutiques. Donc, je vais passer les points. L'efficacité, évidemment, c'est s'il y a vraiment un changement bénéfique des signes et des symptômes de la maladie. Comme je disais, ils aiment beaucoup, s'il y a des traitements actuels, ils veulent comparer. Ils vont regarder, entre autres, bon, évidemment, l'espérance de vie, donc par rapport à la mortalité. Est-ce que il y a une résolution de certains symptômes, donc une amélioration de l'état de santé? C'est ce qu'ils vont regarder, puis ils aiment des données assez probantes, là. Souvent, dans les études, on va avoir l'utilisation de marqueurs quand on ne peut pas vraiment calculer l'espérance de vie, le taux de mortalité, quand on ne peut pas mesurer vraiment un symptôme facilement, bien, on peut trouver des marqueurs. Donc, ça peut être des marqueurs biochimiques ou dans le cas d'une maladie neuromusculaire, par exemple, comme l'amyotrophie spinale, il y a des tests qu'on peut faire comme les fonctions respiratoires. Il y a le fameux test du 6-minute walk test, c'est-à-dire le test de quelle distance on peut marcher en 6 minutes. Puis, juste un commentaire, bien, souvent, l'INES, il y a des fois des marqueurs qui sont proposés que l'INES ne considère pas très probants, là, les résultats. C'est un problème avec les maladies rares parce que, comme vous savez, des fois, on n'a pas une maladie rare. Il n'y a pas autant d'études, l'étude sur l'histoire naturelle, on n'a pas autant de bonnes données. On essaie des marqueurs, on fait les premiers essais cliniques, puis on essaie des marqueurs. Fait que des fois, l'INES va évaluer si c'est vraiment bon d'utiliser ou non ces marqueurs-là. Ensuite, l'innocuité, comme je disais, c'est toute la question des effets indésirables. Est-ce qu'ils sont graves? Est-ce qu'ils sont fréquents? Comment le médicament est toléré par les patients? Puis ça, évidemment, ça a un effet sur l'abandon ou pas du traitement. Est-ce qu'il y a beaucoup de patients qui vont abandonner le traitement si les effets indésirables sont vraiment désagréables ou qui sont difficiles pour la qualité de vie? Puis aussi, s'il y en a des effets indésirables, comment les médecins puis les patients peuvent les gérer, en fait. C'est ce qu'on va évaluer. La qualité de vie, bien évidemment, c'est la capacité du médicament à procurer ou maintenir le bien-être, pas seulement physique, mais mental et social du patient. Est-ce que ce médicament-là, si c'est un premier médicament ou si c'est un deuxième ou troisième médicament meilleur que les autres, est-ce que ça va vraiment aider les personnes, par exemple, à être plus incluses dans la société, leurs études, le travail, l'impact sur la vie de famille, etc. Fait qu'on va considérer ça. Un autre commentaire, l'INES aime avoir des outils de mesure dans les essais cliniques, des outils de mesure validés pour la qualité de vie. Là, il y en a de plus en plus, mais il y a eu une époque où les compagnies, les fabricants, des fois, négligeaient un peu cet aspect-là. L'INES trouvait souvent qu'il n'y avait pas assez de données sur la qualité de vie, mais je pense que maintenant, c'est changé. Puis, c'est important là, de savoir s'il y a un impact sur la qualité de vie. Il y a aussi la participation, je vais en parler plus tard, mais on veut la perception des patients puis des proches aidants aussi pour ces aspects-là de qualité de vie. Donc, il y a différentes méthodes que l'INES utilise, les consultations, le questionnaire dont je vais vous parler. Les caractéristiques thérapeutiques, c'est important aussi. Ce que c'est le médicament, comment il est administré, la voie d'administration, la fréquence d'administration, le dispositif qu'il faut pour l'administrer. Donc, évidemment, c'est différent si c'est un médicament oral, si c'est une infusion, une injection, qu'est-ce qu'il faut. Et la fréquence, évidemment. Donc, il y a plusieurs médicaments de maladies rares qui sont des infusions qu'il faut que le patient
les ait une fois par semaine ou une fois par 2 semaines. Est-ce que c'est dans un hôpital? Est-ce que c'est chez eux? Donc, évidemment qu'il y a une différence entre une infusion puis juste de prendre une pilule par voie orale, donc ça a un impact. Si le traitement actuel, c'est une infusion, mais qu'on a un médicament aussi bon ou meilleur même, mais qui est oral, évidemment, ça va influencer la recommandation. Pour tout ça, le critère numéro 1 et 2 pour l'évaluation de la valeur thérapeutique, c'est très important, la qualité des données, évidemment. Puis je pense que la prochaine présentatrice va en parler plus là, de comment on interprète les données d'essais cliniques. Mais évidemment que pour l'INES, c'est très important. Ils vont évaluer la qualité des données soumises par le fabricant. Ils vont déterminer évidemment le niveau de preuve. Là, ils ont même des outils qui sont reconnus pour déterminer le niveau de preuve. Donc, si c'est des données de bonne qualité, ben, on peut dire que le niveau de preuve va être bon. Si c'est des moins bonnes données, ben, le niveau de preuve va être moins bon. Puis, ils ont des façons scientifiques d'analyser ça. Ils aiment avoir, évidemment, c'est la règle, avoir au moins un essai clinique phase 3 là, qui est contrôlé avec une répartition au hasard là, dans un groupe contrôle placebo et le groupe avec le médicament. C'est arrivé dans les maladies rares ou même dans les cas de cancer très rares qu'il est très difficile de faire une étude phase 3. Donc, il peut y avoir des exceptions. Des fois, il y a une maladie qui est tellement rare qu'il y a peu de patients. Mais bon, là, ils vont évaluer d'une autre façon le niveau de preuve. À part l'évaluation de la qualité des données, l'autre chose qui est importante pour l'INES, c'est de consulter les experts, les professionnels de la santé, les patients et les proches aidants. Donc, ils vont chercher pour la maladie en question les traitements des experts de cette maladie-là. Pour mieux comprendre la maladie, l'évolution, les traitements actuels. Donc, le point de vue d'un médecin qui traite plusieurs patients avec cette maladie-là, même des professionnels de la santé. Des fois, il y a des cliniques spécialisées, donc on va chercher leur point de vue. Puis pour les patients et les proches aidants, c'est documenter l'expérience de la maladie, hein, l'expérience clinique, mais l'expérience aussi en termes de qualité de vie. On veut savoir l'impact des symptômes, les bénéfices, les risques des traitements actuels. Donc, on veut l'expérience des traitements, les attentes aussi des patients, leurs valeurs, puis leurs préférences. Ils peuvent dire que leur traitement actuel, peut-être, là, justement, si c'est des infusions, ça leur fait qu'ils doivent aller à l'hôpital, ça leur fait manquer une journée de travail, une journée d'études, ça peut être important. Donc, ils peuvent exprimer ces préférences-là. Puis comment l'INES consulte les patients proches aidants? Des fois, ils vont faire des groupes de travail. Je pense que dans le cas de la myotrophie spinale, l'INES a convoqué des groupes de travail pour le Spinraza, par exemple. Et il y a un questionnaire dont je vous parlais qui est sur leur site, puis que des patients proches aidants, des associations peuvent compléter. Ils peuvent aussi faire des entrevues même, puis des groupes de discussion. Et ça, un autre commentaire que je peux faire, les associations ont beaucoup insisté pour la participation plus active des patients, des associations de patients, puis ça s'est beaucoup amélioré dans les dernières années. Il y a même eu, comme je disais, une consultation sur ce cadre d'évaluation des associations, entre autres, pas juste dans les maladies rares, mais pour tout type de maladies. Et le RQMO aussi a été consulté, puis consulté pour certaines maladies. Ce qui est difficile, puis je vais vous en parler plus tard, c'est pour les questionnaires individuels, des fois, c'est que les patients puissent connaître le fait qu'ils peuvent remplir ces questionnaires, puis participer, puis trouver ces patients-là pour le faire. Donc, après que tous ces critères-là sont évalués pour la valeur thérapeutique,
ben là, il faut prendre une décision à ce niveau-là. Donc, on va évaluer là, globalement globalement là, ces critères-là, le besoin de santé, la gravité de la maladie, son évolution, les bénéfices et risques des traitements actuels, la capacité du traitement là, pour améliorer la qualité de vie, et les symptômes. Puis, ils vont aussi, tout ça en évaluant la qualité des données. Bon, il y a toujours il y a souvent, puis plus avec les maladies rares peut-être, quand c'est un premier médicament, premier essai clinique, moins de données, il y a des fois ce qu'ils appellent un niveau d'incertitude. C'est quelque chose dont on parle beaucoup dans l'évaluation des médicaments pour maladies rares. Si on n'a pas toutes les données, là, comme une maladie très commune ou pour laquelle il y a beaucoup de recherches. Donc, ils vont regarder le niveau d'incertitude, puis en fonction du besoin de santé. Par exemple, dans le cas d'une maladie rare, si c'est le premier médicament pour une maladie rare, bien, ils vont en tenir compte, là, parce que s'ils refusent, il n'y a toujours rien. Donc, ils vont peut-être se satisfaire d'un certain niveau d'incertitude pour que ce besoin de santé-là soit répondu une première fois, en tout cas un premier médicament. Donc, après tous ces critères, ils vont déterminer s'il y a une valeur thérapeutique ajoutée. Est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'elle est modérée? Est-ce qu'elle est importante? Ou ils vont dire, ben, la valeur thérapeutique est similaire à des traitements actuels, ou ils vont déterminer que la valeur thérapeutique, non, ils ne la considèrent pas bonne. À ce moment-là, on ne continue pas l'analyse pharmacoéconomique que je vais expliquer maintenant. Donc, s'ils trouvent que la valeur thérapeutique, c'est oui, valeur ajoutée ou similaire à un traitement actuel, ils vont regarder les autres critères. Donc, la justesse du prix puis le rapport coût-efficacité. Là, il y a, comme je disais, il y a d'autres critères 3 et 4 là, pour ça. D'abord, l'efficience du médicament. C'est quoi l'efficience? C'est les effets, les bénéfices cliniques de ce médicament-là, mais en rapport avec les coûts. Souvent, on appelle ça le rapport coût-efficacité. Puis là, on va se baser pas juste sur les données cliniques, mais sur les données économiques aussi. Les coûts direct et indirect qui est lié avec l'utilisation des ressources puis de ce médicament-là. L'analyse pharmacoéconomique est supposée d'être soumise par le fabricant. Puis là aussi, évidemment, que l'INES va évaluer la qualité des données. Puis l'INES pourrait réanalyser avec les données qu'on a, nous, dans notre système de santé, ou ils vont peut-être même faire leur propre étude pharmacoéconomique. Comme j'ai dit, à l'INES, il y a des experts pour ça. Ils vont encore consulter des experts, des médecins experts, puis des professionnels de la santé pour, entre autres, la question de l'utilisation des ressources. Puis là, ben, on va voir si cette analyse pharmacoéconomique a un résultat favorable ou non. Puis encore une fois, on va peser selon la qualité des données puis l'incertitude. Ensuite, l'autre critère, c'est les conséquences de l'inscription du médicament à la liste sur la santé de la population puis sur les autres composantes du système de santé et des services sociaux. Là, il y a encore 3 critères, sous-critères qu'on va regarder. Ça, c'est à l'échelle donc de la population, santé de la population, puis de l'organisation des ressources de notre système de santé. Donc, on va regarder le nombre de personnes touchées. Donc, évidemment, il y a des médicaments. Hein, si on parle de médicaments pour l'hypertension, pour le diabète, ça touche beaucoup de personnes. Évidemment, pour les maladies rares, on sait que c'est peu. Donc, il faut tenir compte de ce nombre de personnes. Le fardeau de la condition pour la population. Je peux vous donner un exemple très actuel, là. Par exemple, une maladie contagieuse. Si c'est un médicament qui peut guérir
une maladie contagieuse ou la prévenir comme un vaccin. Donc, imaginez là, si on avait eu là, puis il y a eu tout de suite des essais puis de médicaments qui pourraient peut-être guérir ou en tout cas rendre beaucoup moins sévères les effets de la COVID, du fameux SARS. Donc, imaginez là, si un fabricant avait ça, il l'avait présenté, je pense que si la valeur thérapeutique était bonne, les données étaient bonnes, et évidemment que probablement que le gouvernement n'aurait pas hésité à le rembourser, à le payer, puisque l'impact de la COVID a été assez grand sur la société, tant au niveau individuel que de la population, au niveau économique et tout. Un autre impact qu'on peut regarder, c'est sur les proches aidants, par exemple. Puis je donne un exemple que je pourrais donner, c'est supposons qu'on a la cure pour la maladie d'Alzheimer, qui est assez fréquente chez la population vieillissante. Bien, évidemment, si on avait une cure, il y aurait aussi un impact sur les proches aidants. Hein, parce que c'est quand même toute une organisation et beaucoup de ressources pour aider les proches aidants, pour les soins à domicile. Donc, on va regarder tous ces impacts-là, le fardeau pour la population. Ensuite, ce qu'on va regarder, évidemment, c'est l'impact budgétaire. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact sur le budget de la santé, la capacité, puis ce n'est pas juste le prix du médicament, mais la capacité organisationnelle à offrir le médicament, parce que des fois, il faut ajouter des ressources, changer des ressources, donc on va tout analyser ça. Le critère numéro 4, c'est la santé, non, c'est ça que je voulais dire, excusez, donc le fardeau budgétaire dont je viens de parler. Donc, c'est l'importance du marché qui est visé. Ça, c'est évidemment, ça va être le nombre de personnes. Puis, des fois, on va introduire un médicament, mais ça va affecter l'inscription d'un autre médicament. Peut-être qu'il y a un autre médicament qu'on va enlever de la liste. Donc, ils vont évidemment évaluer ça. Puis, les parts du marché et, comme je disais, l'impact budgétaire. Bon, la capacité organisationnelle, ben c'est ça. C'est justement là, la capacité, là, comme par exemple, quand je disais, il y a des infusions qui se font à l'hôpital. Évidemment, il y a des ressources. Est-ce qu'il faut plus de professionnels de la santé pour faire ces infusions-là? Est-ce qu'il faut acheter ou modifier de l'équipement? Est-ce qu'il faut faire des tests additionnels? Parce que des fois, un médicament, il faut... pour certains médicaments, il faut d'abord faire des tests. Des fois, c'est par exemple des infusions. On va faire des tests par rapport à la tolérance. Là. Et maintenant, avec les tests, la pharmacogénomique, par exemple, dans certains, ça s'en vient de plus en plus, c'est de plus en plus présent. On va devoir faire des tests génétiques pour même les cancers, pour savoir quel traitement offrir. Donc, c'est des coûts additionnels. Puis l'autre chose, c'est ça peut aussi être dans l'autre sens. Supposons que ce médicament-là fait que ce n'est pas en milieu hospitalier, mais c'est en milieu ambulatoire. La personne n'a pas besoin d'être hospitalisée, puis, ou même fait à la maison. L'autre chose à considérer, c'est dans les régions du Québec où il y a moins de ressources, l'impact. Donc, c'est toujours en fonction aussi de nos ressources limitées, de notre système de santé, puis de pouvoir maintenir nos services à long terme. Et là, j'arrive, en fait, ça, c'est l'aspect de la loi, c'est l'opportunité de l'inscription. En fait, c'est ici que l'INES fait son analyse finale selon tous les critères qu'on vient d'énumérer, valeur thérapeutique plus le pharmaco-économique. Puis, on veut intégrer l'ensemble de ces critères-là. Puis, c'est toujours en fonction de ce qu'on définit pour le régime, par exemple, d'assurance médicaments, qui est
d'assurer l'ensemble de la population un accès raisonnable et équitable. Donc, ils vont faire une recommandation là, basée sur toutes les considérations précédentes là, avec la question de qualité des données et l'incertitude. Puis, en plus, ils vont faire aussi ajouter d'autres considérations qui sont les valeurs et priorités sociales. Ils vont même faire des consultations citoyennes dans certains cas, donc pas juste des patients proches aidants, mais des citoyens. Les enjeux et préoccupations éthiques aussi. Ils vont regarder aussi les décisions d'autres agences ou pays. Par exemple, j'ai parlé de l'ACMTS, qu'à date, au niveau fédéral, ben, il va y avoir quand même des communications. L'INES va vouloir savoir comment ce comité-là évalue un médicament, ou ils vont travailler ensemble ils travaillent ensemble de plus en plus. Puis aussi, ils vont regarder ce que d'autres pays ont recommandé. Puis, le dernier point, c'est de regarder les conséquences sur les assurés du volet privé. Évidemment, nous, on a un système mixte au Québec. Il y en a qui sont sur le système public du régime général d'assurance médicaments. Puis, il y en a qui c'est leur assurance collective au travail, par exemple. Puis là, il faut voir, là, il arrive qu'une assurance privée ne veut pas payer, mais il arrive aussi, on l'a vu dans les maladies rares, que ça a été le contraire, que les assurances privées ont accepté de payer, mais pas, même si ce n'était pas recommandé par l'INES. Donc, c'est vraiment, là, j'ai présenté comment l'INES évalue. Comme je dis, c'est un comité scientifique, ils ont des outils d'analyse, ils tiennent compte de la qualité des données, consultent des experts, les patients proches aidants, suite à ça, vont donner une décision. Et voici les recommandations possibles. Donc, si au bout comme je disais tantôt, si en première analyse, la valeur thérapeutique n'avait pas été trouvée satisfaisante, on ne continue pas, puis on ne fait pas l'analyse pharmacoéconomique. Mais dans le cas où on fait toute l'évaluation, valeur thérapeutique et pharmacoéconomique, ils peuvent recommander l'inscription. Donc, on accepte là, que ça soit remboursé soit par le régime d'assurance médicaments quand on va à la pharmacie. Évidemment, vous savez qu'on paye une partie, les individus en payent une partie, ou sur la liste d'établissements. Puis, j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais la liste d'établissements, ce qu'il faut qu'ils tiennent compte, c'est l'équilibre budgétaire. Dans les établissements, ils ont un budget pour les médicaments, puis là, il y a la question de l'équilibre budgétaire des établissements qui est aussi pris en compte quand on parle du fardeau sur le budget. Mais bon, on va soit l'inscrire dépendant du type de médicament, soit la liste du RGAM ou de l'établissement. Ensuite, il peut y avoir un refus d'inscription. Mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle une inscription avec condition. Donc, on a dit oui, on veut l'inscrire, mais il y a des conditions. Puis, ces conditions-là peuvent être des critères cliniques, la réalisation d'un suivi ou l'atténuation du fardeau économique. Donc, les critères cliniques, ça peut être, c'est souvent, par exemple, ça peut être des critères d'âge. Par exemple, si je donne l'exemple de l'avis au ministre qui a la recommandation de l'INES par rapport au dernier médicament pour l'amyotrophie spinale, qui est la thérapie génique, le Zolgensma. On a mis des critères là, que c'est 6 mois et moins. Les essais cliniques avaient été effectués chez les bébés de 6 mois et moins. Donc, il y a l'âge. Il y a souvent la condition de la personne. Donc,
dans le cas de Zolgensma, par exemple, ou même le Spinraza, si l'enfant, le bébé est déjà sur un appareil respirateur ou si il est déjà nourri par un tube, etc., ben, ça veut dire que la maladie a trop évolué pour donner le médicament. Ça, c'est dans beaucoup de types de maladies neuromusculaires, par exemple, où justement, là, la maladie est trop grave chez la personne, ben, on ne recommande pas le médicament. Ça peut aussi, les critères cliniques, être qu'il faut avoir confirmé par un test génétique ou autre, là, le niveau justement d'atteinte. La réalisation d'un suivi. Donc, je disais qu'il y a eu des changements dans le cadre d'évaluation avec le nouveau cadre en 2018. Puis, ce qui a été nouveau, c'est que maintenant, on veut plus de données. On veut considérer les incertitudes, surtout avec les maladies, dans le cas des maladies rares. On veut, des fois, on va dire qu'il y a une promesse de valeur thérapeutique. On n'est pas certain que vraiment il y a une valeur thérapeutique importante. Donc, on parle de promesse. Puis à ce moment-là, on l'inscrit avec des conditions pour donner, entre autres, une chance là, en accumulant plus de données. Donc, on va demander un suivi. Donc, on espère là, qu'il y a soit la compagnie, soit les cliniciens, il y ait une collecte de données, puis on appelle ça, entre autres, des données en vie réelle. Hein, un essai clinique, c'est très contrôlé, c'est certaines conditions très contrôlées, mais est-ce que ça va être différent dans la vraie vie? Donc, la collecte de données en vie réelle qu'on appelle. Et l'atténuation du fardeau économique, bon, c'est une façon de dire baissez votre prix. Donc, on va demander, on va dire aux fabricants, écoutez, on va l'inscrire avec certaines conditions, puis en plus, si le prix il est plus bas, plus favorable, étant donné là, les critères que j'ai dit par rapport à notre régime d'assurance médicaments, les autres composants du système de santé, etc. Donc, mais comme je l'ai dit, il y a une négociation des prix qui se fait au niveau canadien. Là, puis, si le prix négocié est favorable, là, qui est considéré bon, ben là, il va être inscrit. Par exemple, actuellement pour le Zolgensma, ben, on est dans ce processus-là d'évaluation du prix. Il y a cette négociation qui se fait. Les associations, nous, on trouve dommage, on trouve que c'est un processus qui est long. Il y a des bébés là, qui sont nés, qui sont diagnostiqués, qui souhaiteraient avoir ce médicament-là, entre autres. Il y a Spinraza est donné aussi sur certains critères. Donc, mais le gouvernement attend la négociation de prix. C'est le ministre, comme je le disais tantôt, là, à ce niveau-là, c'est plus l'INES. L'INES donne une de ces 3 recommandations-là au ministre, puis c'est le ministre qui va décider au final. Moi, dans les dernières années, j'ai déjà vu un ministre de la Santé renverser un refus d'inscription. Ça n'arrive pas souvent. C'est arrivé dans le cas, entre autres, de cancer. Évidemment, le ministre peut même renverser une recommandation d'inscription. C'est le ministre qui a le dernier mot là, en travaillant avec, évidemment, les services au ministère de la Santé. Je donne ici un exemple d'un avis au ministre. C'est comme ça. Ça c'est public. Vous pouvez aller les voir pour médicaments. Ça, c'était pour le Spinraza. C'est vraiment un bon document. Il y a même une partie où on fait un résumé vulgarisé pour les citoyens. Il y a des bouts qui sont caviardés, comme on dit, sont noircis parce qu'il y a des données qui sont
privée, là, propriété intellectuelle, de propriété des fabricants, là, puis qu'on ne rend pas public. Donc, c'est possible, c'est toujours publié, ces avis-là de la recommandation de l'INES. Puis après, on attend la décision de l'INES. Bon, j'arrive à la fin, je vais rapidement les derniers points. Comment les patients proches aidants associations professionnelles de la santé peuvent participer à cette évaluation? Fait que oui, vous avez une voix au chapitre. Donc, puis ce qui est bien au Québec, ça fait longtemps qu'au Québec, l'INES, puis avant, ça s'appelait le Conseil du médicament, laissait l'opportunité aux patients proches aidants d'exprimer leur opinion. Cependant, presque personne n'était au courant. Sur leur site Internet, c'était très difficile de voir où est-ce les informations sur cette opportunité-là. Et on ne disait pas trop comment envoyer une lettre, etc. Et aussi, là, avec la pression d'associations de patients, on demandait qu'il y ait un questionnaire. Donc, depuis quelques années, il y a vraiment un questionnaire là, qui est présent sur le site. Il y en a un pour les associations. Si les associations veulent faire un sondage de leurs membres par rapport aux nouveaux médicaments, par rapport à leurs conditions, etc. Mais il y en a un aussi pour les patients ou proches aidants, donc les parents d'un enfant atteint ou un patient adulte ou le proche aidant d'un patient adulte. Donc, et la différence, c'est une différence avec le comité fédéral où lui, il y a un questionnaire seulement pour les associations. Ici, au Québec, on donne l'opportunité aux individus de se prononcer. Ce questionnaire-là, ce n'est pas aux associations ou aux patients d'évaluer l'efficacité de ce médicament-là. Ce qu'on demande, c'est comment la maladie affecte votre qualité de vie. Est-ce qu'elle affecte la qualité de vie de vos proches? L'expérience avec les traitements disponibles actuellement, vos attentes en regard du nouveau traitement, puis l'expérience avec le médicament à l'étude, parce que, évidemment, certains patients peuvent avoir participé à un essai clinique du nouveau médicament, fait qu'on va leur demander leur expérience, comment ils évaluent, eux, leur expérience avec ce traitement-là, l'impact sur la maladie, la qualité de vie, etc. Aussi, les personnes ou des groupes intéressés peuvent envoyer un commentaire. Ce n'est pas un questionnaire, mais ça inclut les professionnels de la santé. Fait que c'est un médecin qui voit plusieurs patients avec la maladie, même juste un patient, peuvent envoyer un commentaire. Ça peut être aussi, on a déjà sollicité, nous, l'infirmière d'une clinique. Quand il y a une clinique pour une certaine maladie, l'infirmière a une expérience aussi, puis peut contribuer. Ce que nous, on peut faire, la RQMO, nous, on a commencé dans la dernière année 2, un projet qu'on appelle surveillance médicaments orphelins. Il y a deux aspects à ça. C'est qu'au Canada, on n'appelle pas les médicaments pour maladies rares des médicaments orphelins. Donc, c'est difficile de suivre ces médicaments-là qui arrivent au Canada. Sont à travers toute la base de données de tous les milliers de médicaments au Canada. Donc, on a bâti un répertoire qui va être bientôt mis sur notre nouveau site web. Ce répertoire-là, on est parti des médicaments orphelins qui sont approuvés aux États-Unis puis en Europe. Puis là, facilement, parce que sinon, il faut chercher dans 4-5 bases de données, est-ce qu'ils sont approuvés ou non par Santé Canada? Est-ce qu'ils ont été évalués au fédéral? Est-ce qu'ils ont été évalués par l'INES au Québec? Est-ce qu'ils ont été acceptés pour remboursement par la RAMQ ou est-ce qu'ils sont remboursés dans d'autres provinces, etc.? Donc, ça, c'est le but du projet. Nous, le plus tôt possible qu'on sait qu'un médicament est évalué par l'INES, on veut informer les patients, les proches aidants et les professionnels qui peuvent donner leur opinion, que les patients peuvent remplir le questionnaire. Fait qu'on
on fait des appels, puis on contacte les patients qu'on connaît ou on cherche des patients qui pourraient participer. Bon, là, je finis rapidement pour vous dire que ça, donc, quand on a commencé ce répertoire-là, il y a 1 an, on a fait une analyse rapide, puis je n'irai pas à travers tous les détails, mais en gros, là, ça demeure assez stable depuis des années, mais c'est 60% des médicaments orphelins qui arrivent au Canada qui sont approuvés par Santé Canada. Donc, 40% ne le sont pas. Là, on est rendu à peut-être près de 900 médicaments orphelins approuvés par la FDA. Ça augmente exponentiellement. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de médicaments développés. Pour les maladies rares, c'est exponentiel. Mais 60% seulement arrivent chez nous. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas bons et pas approuvés par Santé Canada, mais les fabricants ne les demandent même pas à les inscrire, souvent parce qu'il y a des petits fabricants qui n'ont pas les ressources. C'est compliqué au Canada, justement, parce qu'on a le comité fédéral, le comité, l'INES. Après ça, c'est les provinces qui décident, 10 provinces, des territoires. Donc, puis on n'est peut-être pas assez un grand marché pour eux avec 30 millions de personnes comparé à d'autres pays. Donc, ça, c'est déjà un point. Pas tous les médicaments arrivent chez nous. Juste pour regarder l'INES, on a fait cette analyse-là l'an passé, puis on a trouvé, bon, à ce moment-là, il y avait 118 médicaments qui n'étaient pas encore évalués, ou il n'y avait pas de décision, ou ils étaient en cours, ou ils n'ont jamais été évalués. Mais pour ceux évalués, 75% avaient été acceptés pour remboursement, mais c'est souvent en médicaments d'exception. C'est très rare pour une maladie rare qu'il y ait une inscription là, sans exception. Donc, 25% qui ont été refusés. Puis je peux vous dire que quand même, là, à partir d'à peu près 2008, les années 2000, quand il a commencé à avoir des médicaments biologiques pour maladies rares, ce n'était pas si haut que ça, les acceptations pour remboursement. Il y avait beaucoup plus de refus. C'était très difficile, puis c'est pour ça qu'il y a eu un travail sur le cadre d'évaluation, puis que nous, depuis le début, on a travaillé qu'il y ait un meilleur cadre d'évaluation. Donc, je termine là. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez de l'information sur les médicaments en développement ou en évaluation pour votre maladie. On offre de l'aide pour les questionnaires et on peut vous accompagner là-dedans. Pour toute information à notre santé rare, toute information sur n'importe quelle maladie rare. Merci beaucoup. Thank you so much, Gail. That was amazing information that you gave us. And also thank you for the continued advocacy for SMA patients, along with the other patients that you are working so hard to help attain their goal of receiving treatment and healthcare. And you've done some wonderful things, and our collaboration has been only benefiting the patient. I would like to now open up for questions. If somebody has questions for Gail, now's your time. If you could just unmute yourself and go right ahead and ask your question. Hello, Yann. Hi. Bonjour, Gail. Merci Bonjour. beaucoup pour ta présentation. C'était très riche et complet. Merci aussi pour tout le travail que tu fais, toi et l'équipe du RQMO. J'avais peut-être 3 petites questions qui ramenaient tous à la même chose. Est-ce que tu sais si tu parlais tantôt là, tu sais, la distinction entre les médicaments qui sont distribués dans l'enceinte du milieu hospitalier versus à la maison? Est-ce que l'INES, d'ailleurs, que je salue aussi les efforts de modernisation, là, c'est évidemment bien apprécié. Est-ce que le dossier, là, justement, entre le conflit qu'il y a au sein sur le fait que les médicaments donnés en milieu hospitalier sont exclusifs au gouvernement parce que ça crée un gap pour des gens qui pourraient avoir accès puis qui se voient retardés à cause de ce phénomène québécois-là? Je vais continuer puis enchaîner les 2 autres questions. Tu vas peut-être toutes répondre en même temps.
ce qui m'amène un petit peu, je voulais être précis, oui, parce qu'on sait que en milieu hospitalier, puis on l'a vu avec le premier médicament qui était une injection intratécale, on sait le résidiplame va se prendre à la maison, mais là, c'est de retour avec la thérapie génique. On sait qu'en milieu hospitalier, là, les budgets pour pouvoir offrir un médicament, ce ne sont pas des budgets prévisionnels, hein, ce sont des budgets qui sont reconduits. Alors, avant que la finance pour un médicament comme ça soit dans le budget d'un hôpital, encore là, ça crée des délais assez extraordinaires. C'était mon deuxième point. Versus, c'est un peu pour ça que le programme de patients d'exception existe, je crois, à partir du moment où l'INES a fait une recommandation, et ce qui m'amène à mon point final. Quelle est la valeur du programme de patients d'exception et de la loi, l'article 60 dans la loi sur la santé qui dit que le ministre ne peut pas retarder l'accès à un médicament sur une base de négociation dans certains contextes auxquels l'amyotrophie spinale et les médicaments, là, ça semble tellement fité pour le programme de patients d'exception, mais on a vu souvent des retours là, dans des conditions où c'était le premier médicament et unique disponible, où ce que le ministre a dit aux gens, il faut attendre, c'est en négociation. Alors, quelle est la valeur de la loi puis du programme de patients d'exception pour l'ensemble des gens qui sont touchés par les maladies orphelines puis qui espèrent arriver à un moment donné à un momentum où ils pourraient, là, dans une période cruciale, avoir accès à un médicament innovant? Merci. Oui, oui. Ben, c'est une bonne question. Puis, écoute, Yann, je sais que tu es beaucoup dans ces aspects-là, mais je vais clarifier avec ma compréhension, là, puis aussi pour que les gens, parce que je n'ai pas parlé du programme de patients d'exception, effectivement. Fait que juste pour clarifier. Donc, le programme de patients d'exception, c'est lorsqu'on n'inscrit pas un médicament à aucune liste, là, que ce soit le régime général d'assurance médicaments ou d'établissement. Donc, en principe, le gouvernement dit on ne le remboursera pas. Mais on a ce programme, il ne faut pas mélanger avec médicaments d'exception. Ce n'est pas du tout ça, c'est un programme qui s'appelle patient d'exception. Puis là, le médecin, c'est le médecin qui dit ben moi, j'aimerais que mon patient ait ce médicament-là, même s'il n'est pas remboursé. Donc, je vais demander à la RAMQ de le rembourser, mais il faut qu'il donne des preuves. Pourquoi? Il faut qu'il remplisse un long formulaire qui explique pourquoi il voudrait ce médicament-là pour son patient. Puis effectivement, comme tu dis, c'était inscrit là, dans la loi là, qui... Bon, même, je pense, à un moment donné, il faut que ça prenne plus que 48 heures, je ne sais pas trop, pour répondre à ces demandes-là. Puis, évidemment, ça a souvent été plus long. Puis, si le gouvernement, le RAMQ, penchait vers accepter, bien là, il y avait une question de négociation de prix. Fait que mais ça, c'est complètement indépendant d'un médicament. Comme présentement, l'INES a recommandé le remboursement de Zolgensma, la thérapie génique. Donc, on n'est pas rendu à demander au programme de patients d'exception. Là, il y a des médecins qui ont demandé directement à la RAMQ. Je pense que c'est un autre programme qui s'appelle quelque chose de spécial, là, exceptionnel, spécial, mais ce n'est pas le patient d'exception. Puis, la réponse qui a été... L'accès spécial, le programme... c'est drôle, je ne me rappelle plus le nom exact. L'accès spécial qui est un programme fédéral, peut-être? Non, un programme où là, les médecins peuvent demander en urgence, là, mais ce n'est pas le... Donc, excusez, je ne me rappelle pas. Mais et dans ce contexte, ce contexte-là, refuser sur une base de négociation, c'est legit pour le gouvernement, malheureusement? Le gouvernement dit, c'est notre processus, je vous l'ai mis, là, le processus global. Ce qui est triste, là, c'est sûr qu'on l'a indiqué au gouvernement, nous, puis aussi les autres associations, là, on n'est pas seuls, Dystrophie musculaire Canada, QRSMA, c'est que l'Ontario et l'Alberta, puis même d'autres provinces, eux, ils ont accepté, là, on fait une entente intérimaire avec la compagnie, puis on trouve que c'est assez
un besoin de santé assez important. Hein? Une maladie chez des bébés, c'est neurodégénératif, ils peuvent mourir, ils peuvent être sinon très handicapés. Eux, ils ont décidé de le donner, puis d'ajuster le prix. Les fabricants sont ouverts à ajuster après les coûts. Bon, fait que si c'est. Puis pour répondre il y a l'autre question, ça, c'est une autre chose qu'on demande au gouvernement. Les établissements de santé, puis vous savez un peu, le prix de Zolgensma, par exemple, première thérapie génique comme ça, c'est autour des 2 millions de dollars, un traitement. Même les autres traitements à Spinraza, il y a des coûts quand même. Bien, les hôpitaux qui assument ça, c'est très difficile. Moi, je connais des médecins qui disaient un gestionnaire de l'hôpital venait les voir. Est-ce qu'il faut vraiment continuer à donner ce médicament-là à votre patient? Oui, c'est à vie, mais parce que ça, puis s'ils veulent redemander un patient d'exception. Donc, ça pose des problèmes pour les budgets. Nous, puis là, c'est ce que le gouvernement aussi a dit pour Zolgensma, ça va être donné à un hôpital, donc ça va être le budget. Nous, on trouve que c'est faramineux comme coût, c'est l'impact sur le budget. Nous, on demande que ce genre de médicament-là, peut-être au-dessus d'un certain prix, bien, que ce soit la RAMQ là, qui gère ça, que ce soit dans le budget total des médicaments. Alors, on va continuer ça, mais c'est un point important. J'espère que j'ai pu te répondre. Oui, tout à fait. Merci encore beaucoup. On ne lâche pas. Okay. Does anybody else have a question? Just unmute yourself and go right ahead and ask. All right, then. With that, thank you so much, Gail. There's so much information and explained really easy to understand for everyone in a very combobulated world of healthcare approval. Thank goodness we have you. All right, with that. Thank you again for the invitation, and don't hesitate to contact us in Quebec. Oh, I got you on speed dial. Okay. Bye-bye. All right, thank you so much. Bye, everyone. Merci, Gail. Bonne fin de journée. Bonjour.